à faire quelque chose, Manuel? Ah, ça commence déjà. Oui, je comprends. Vous voulez qu'on marque nos adresses? Oh. Pardon? Vous me l'avez donné pour quelle raison? Ah non, ça c'était pour moi, c'était pour prendre des notes après éventuellement. C'est pas pour donner l'adresse. On attend juste quelques minutes. Comme vous voulez, vous donnez le signal quand quand le moment est venu, voilà, ou bien on peut commencer à échanger, je ne sais pas. Bonsoir, merci à toutes et à tous pour notre première séance d'invitation au séminaire Formes symboliques, dirigé par Jean Lassègue et cette année par moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antonino Bondi, chercheur associé au LIAS. Et depuis quelques années, aujourd'hui nous ouvrons donc notre séminaire cette année avec le plaisir d'écouter, de discuter pour une deuxième fois d'ailleurs avec Jacques Dewitt, en profitant à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Wilhelm Humboldt. Et il fera un exposé sur le thème, quand peut-être vous avez déjà lu par l'annonce, Le prodige de l'origine de la langue, sur la pensée du langage de Wilhelm von Humboldt. Et je passe évidemment les salutations et le regret de Jean Lassègue et de Victor Rosenthal qui n'ont pas pu être là pour des questions de calendrier. Et bon voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous écouter. Et comme d'habitude, nous laissons la première partie du séminaire entre 50 minutes, 1 heure, mais c'est à la liberté de notre interlocuteur. Et après, il y a le débat. Merci beaucoup pour cette invitation. D'ailleurs, je m'étais dit une chose. Bon, là, je viens de Bruxelles. Si j'étais venu de Berlin, comme ça aurait pu arriver, j'aurais pris probablement l'avion à l'aéroport de Tegel. Et alors, pour ceux qui peut-être connaissent déjà un petit peu Humboldt, donc il y a un château où il est mort, donc qui est à peu près 1 kilomètre de l'aéroport de Berlin-Tegel. Alors, bon, dans un premier temps, j'avais cru vous lire, disons, des extraits d'un manuscrit, d'un travail en cours sur le thème de l'origine du langage. Il faut dire que Humboldt est quelqu'un que je lis depuis très longtemps, que je considère comme un grand penseur, peut-être le plus grand penseur du langage, même si il n'est pas facile à lire. Mais je vous dirais, il y a, par exemple, je l'avais signalé déjà dans mon annonce, il y a un très bon petit livre donc dirigé par Denis Thouars avec des écrits sur le langage, édition bilingue. Alors, on m'a dit, enfin Jean Lassègue m'a dit que peut-être il vaudrait mieux d'abord commencer par quelques éléments sur la vie de Humboldt. Voilà, j'ai fait un petit résumé. Donc voilà, né en 1767, et je dirais, il y a dans sa vie, je repère plusieurs étapes. On est à Potsdam, mais d'abord, période de jeunesse, formation à Iéna, ayant bien suivi les cours de Fichte, amitié avec Schiller, ça compterait beaucoup pour lui. Et puis, un séjour, au fond, c'était quelqu'un, je pense, de fortuné, donc qui a fait une recherche à une époque où on pouvait encore le faire, de cette façon-là. Séjour à Paris, à partir de 1700,
97, et je vous en parlerai. Il y a un épisode que je trouve particulièrement intéressant. Mais j'annonce déjà conférence métaphysique ou colloque métaphysique où Humboldt a tenté de faire comprendre à ses interlocuteurs français la pensée de Kant, la pensée transcendantale. Alors, c'est aussi pendant cette période, en tout cas où il était de ce côté-ci de l'Europe, qu'il a fait un voyage en Espagne et qu'il a découvert le Pays basque, la culture basque, la langue basque. Et on peut penser que ça a été une sorte de déclic, de déclencheur d'un intérêt plus particulier pour le langage, puisque au départ c'était quelqu'un qui était littéraire, qui a fait des commentaires de Goethe, qui a écrit d'ailleurs aussi un livre, paraît-il, remarquable sur les limites du pouvoir de l'État, qui est considéré comme un classique du libéralisme. Donc Paris, 97 jusqu'en 1801, et puis un poste d'ambassadeur à Rome, qui a été pour lui, je pense aussi, l'occasion de fréquenter d'anciens missionnaires jésuites qui avaient rassemblé tous les travaux qu'on pouvait connaître, des langues qu'on pouvait connaître à l'époque. Donc Paris, je dirais Iéna, Paris, Rome, puis alors toute une carrière politique, et il faut bien dire que les Allemands qui ont cette année célébré Humboldt connaissent surtout Humboldt comme un ministre, comme celui qui a eu une autre idée, un autre concept de l'université, qui est considéré comme le fondateur non seulement de l'université de Berlin, mais de l'université allemande en général. Donc ça c'était, je pense, en 1809. Alors, il y aurait certainement toute une autre conférence à faire là-dessus, je ne suis pas compétent pour le faire. Sa carrière politique s'arrête en 1820. Alors commence une période où il se consacre à peu près uniquement au langage, entre 1820 et sa mort en 1835. Bon, alors il avait déjà, entre-temps, écrit différents textes, mais donc il se consacre principalement au langage, et quand je dis le langage, ça veut dire les langues. Voilà, il faudra évidemment préciser cela. Avec à partir de 1820, des conférences à l'Académie de Berlin, qui sont chaque fois sur des sujets particuliers, qui me font un peu songer aux articles de Benveniste sur des sujets très différents, le duel, la question des pronoms, etc. Alors, c'est amusant, parce que je voudrais vous lire, enfin tout de même, encore, avant de passer à mon sujet principal, évidemment, tout de même, donc vous dire qu'il y a eu ce colloque métaphysique. Donc Humboldt, vivant à Paris, fréquentant ce qu'on pourrait appeler les intellectuels ou les philosophes de l'époque, principalement des matérialistes ou ce qu'on appelait précisément les idéologues, se voue en quelque sorte à essayer de transmettre, de faire comprendre aux Français, en tout cas aux philosophes français, la spécificité de la philosophie de Kant et de Fichte, et avec de grandes difficultés. Alors je trouve ça une chose assez extraordinaire, donc cette conférence 1798, je peux vous lire un extrait, il écrit à Schiller pour faire une sorte de compte-rendu de ses conférences dans le petit volume, quand je vous dis, c'est à la page 27. Voilà, alors il explique: la conférence dura 5 heures, alla dans toutes les directions. Je suis parvenu à les rapprocher des idées kantiennes comme jamais auparavant. Mais manifestement, ça n'était pas facile, et il dit, malgré tout, ils n'ont pas compris l'essentiel. S'entendre à proprement parler est impossible. Ils n'ont pas la moindre idée, pas le moindre sens pour quelque chose qui serait hors des apparences. La volonté pure, le bien véritable, le moi, la pure conscience de soi, tout cela est pour eux entièrement incompréhensible. Voilà, donc des termes tels que l'imagination productive, la raison théorique et pratique,
le sens, l'esprit et l'âme sont pour eux des mots vides. Voilà. Et donc, il a essayé de transmettre donc, la philosophie allemande. Alors, on peut se dire, ah oui, mais c'est la célèbre différence de caractère entre les Français et les Allemands. Moi, je crois que c'est autre chose. C'est plutôt la difficulté qui demeure toujours aujourd'hui à comprendre ce que c'est que la philosophie transcendantale. Je pense que la question reste ouverte. Donc, là, je pense que c'est un épisode très intéressant. Alors, j'avais aussi envie de vous lire autre chose, un peu d'ordre anecdotique. Donc, je vous disais que à un certain moment, donc Humboldt, qui a eu une activité d'homme politique, d'ambassadeur aussi, il était ambassadeur de Prusse au Congrès de Vienne. Donc, il se retire alors, j'ai trouvé un passage extrêmement intéressant de Chateaubriand. Chateaubriand, dans Les Mémoires d'Outre-Tombe, parle de ses rencontres, il revient en arrière, etc. Alors, il évoque son bref séjour à Berlin en 1821. Et voilà, je vous lis donc Chateaubriand. La société à Berlin me convenait par ses habitudes. Entre 5 et 6 heures, on allait en soirée. Tout était fini à 9. Je me couchais comme si je n'eusse pas été ambassadeur. Monsieur Guillaume de Humboldt, hein, c'est lui, frère de mon illustre ami le baron Alexandre, parce qu'il ne faudrait pas oublier, j'ai peut-être oublié de le dire, évidemment, est encore plus connu que Guillaume ou Wilhelm von Humboldt, Alexandre, son frère cadet, qui était explorateur, géographe, donc qui est beaucoup plus connu internationalement. Donc, M. Guillaume de Humboldt, frère de mon illustre ami, le baron Alexandre, était à Berlin. Je l'avais connu ministre à Rome. Il menait une vie retirée. Pour tuer le temps, il apprenait toutes les langues et même tous les patois de la terre. Il retrouvait les peuples, habitants anciens d'un sol, par les dénominations géographiques du pays. Une de ses filles parlait indifféremment le grec ancien ou le grec moderne. Si l'on fût tombé sur un bon jour, on aurait pu deviser à table en sanskrit. Voilà. Je trouve ça extraordinaire, donc une sorte presque de mépris, d'ironie de Chateaubriand vis-à-vis de Humboldt. Bon, pour tuer le temps, il apprend toutes les langues du monde, mais Chateaubriand ne pouvait pas soupçonner que Humboldt était en train de mener, évidemment dans une vie relativement retirée, mais tout de même une activité scientifique, philosophique de premier plan, que quelques années plus tard, il allait correspondre d'ailleurs en français avec le sinologue Abel Rémusat sur la question de la place du chinois parmi les langues du monde, et qu'il a rassemblé dans sa bibliothèque, où, notamment grâce à son frère, il lui apportait enfin, des monographies, des grammaires de à peu près toutes les langues du monde. Donc j'ai envie de dire qu'un vent d'universalité soufflait dans la retraite toute relative de Humboldt au château de Tegel. Alors, justement, je vous disais, je vous parlerai de Humboldt qui est philosophe du langage, mais il ne faudrait pas avoir une vue unilatérale de lui, donc il était linguiste et philosophe. Et alors je trouve assez extraordinaire de se rendre compte qu'il y a une perspective universelle. Donc c'était une époque évidemment où il y avait en philologie la découverte du sanskrit, l'intérêt pour l'indo-européen, l'affiliation des langues indo-européennes. Je dirais que d'emblée, et disons, appelons ça, il était en avance sur son temps, même si je n'aime pas tellement cette expression. Enfin, il a eu d'emblée un projet universel, comparatiste, donc une vision générale, tenir compte autant que possible de la diversité des langues. Alors, justement, j'ai un document ici que je peux vous faire circuler qui m'avait été communiqué par des chercheurs de l'Académie de Berlin. Enfin, c'est une carte du monde, voilà, mais malheureusement, et avec des petits points qui indiquent toutes les langues auxquelles Humboldt s'est référé. Alors, il y en a exactement 75.
Voilà. Donc, j'appelle ça l'archipel Humboldt. C'est un archipel extraordinaire. C'est des langues du nouveau continent, toutes les langues indiennes, et aussi d'Amérique du Sud, d'Asie, et puis ça va jusqu'en Asie, en Océanie. Il y a évidemment une sorte de tache blanche là-dedans, c'est l'Afrique, qui était encore un continent peu connu. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Enfin, donc, alors, un peu pour aller à l'encontre de Chateaubriand, qui pensait que M. Humboldt, voilà, pour tuer le temps, apprenait toutes les langues. Donc c'était vraiment une perspective extraordinaire, donc notamment d'intérêt pour les langues dites donc du nouveau continent. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc, comme introduction, pour vous donner une vue d'ensemble sur la personnalité de Humboldt. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce sont de toute façon, il y a des idées qui circulent, des phrases qui sont souvent répétées. Dans mon itinéraire personnel, au fond, je me dis comment est-ce que je me suis intéressé à Humboldt la première fois. Je pense que c'était il y a déjà bien longtemps, quand je m'intéressais de près à la linguistique. Il y avait Chomsky, il y a toujours Chomsky, et Chomsky, dans son livre linguistique cartésienne, enfin, cite et reprend à son compte, enfin aussi une phrase très remarquable de Humboldt, que je ne vous commenterai pas ici, mais c'est que la langue fait un usage infini de moyens finis. Donc il y a toute la dimension de la créativité, de l'ouverture d'une langue à une dimension qui est évidemment avec la dimension à la fois instituée, et en même temps l'ouverture à la dimension de la parole. Voilà. Donc ça c'est une phrase qu'il faut retenir, et je pense que ça a été, il y a déjà bien longtemps, mon accès, mon entrée, mon intérêt pour l'œuvre, la pensée donc, de Wilhelm von Humboldt. Alors j'en viens donc après ce préambule, ce qui est le sujet que j'ai annoncé. Le prodige de l'origine des langues, c'est une citation qui fait partie, j'en profite pour le dire, ça fait aussi partie de la personnalité de Humboldt. Donc il a séjourné en France et on a de lui des écrits français.